Bonjour à YouTube, c'est Daimon et joyeux second confinement. Donc actuellement, il y a certaines personnes qui se retrouvent avec un surplus de temps libre, les chômeurs évidemment, mais je pense notamment à tous les employés qui sont en télétravail et tous les étudiants qui économisent 1 à 2 heures de transport aller-retour quotidien, temps libre qu'ils vont bien être forcés de passer chez eux. Si c'est votre cas, le binge-watching va pouvoir vous occuper, mais tant qu'à faire, autant regarder de bonnes séries que coller devant des nanars avec 5 saisons de trop. Deux critères donc dans cette sélection, qui est bien évidemment purement subjective, des séries relativement récentes, histoire que les moins boomers d'entre nous puissent s'y retrouver, donc on est dans les années 2000-2010, et 2020 on verra pour une prochaine compilation, et aussi des séries qui mériteraient, à mon sens, plus de succès, ou encore plus de succès, puisqu'il y en a quand même deux parmi ces 7 séries qui ont eu un relatif succès, mais qui mériteraient tellement plus selon moi. Donc je vais évidemment pas vous parler de Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead, je pars du principe que tout le monde les a vus, ou que tout le monde les connaît et a décidé de ne pas les voir, mais il y a quand même, comme je l'ai dit, 2 séries plutôt célèbres et 5 petites pépites, mais on va évacuer les 2 plus gros monuments de cette sélection. Yes. Six Feet Under. Et on attaque avec du très lourd avec Six Feet Under, une série du début des années 2000. Premier pas en dehors des planches pour l'acteur Michael C. Hall, plus connu pour son rôle de Dexter, Dexter Morgan, le tueur en série à principe, on va le résumer comme ça, et qui est ici toujours un petit peu dans le morbide avec ce rôle d'entrepreneur de pompes funèbres introverti, plutôt taciturne. L'intrigue va tourner donc autour de sa famille, la famille Fisher, et leur entreprise, leur business familial, les pompes funèbres. Et je me rends compte en le disant que c'est vachement dur à pitcher de façon alléchante. Et pourtant, sous ce décorum un peu macabre se cache une série parfois drôle, souvent émouvante, non pas un scénario unique ou un arc narratif qui nous tient en haleine, mais une multitude d'histoires pour une multitude de personnages qui trouveront un écho différent en chacun d'entre nous. Le dernier épisode ne vous laissera pas indifférent, regardez cette série. Limited supplies, limited fuel, no allies, and now, no hope. Maybe it would have been better for us to have died quickly. Battlestar Galactica. Alors, je ne pouvais évidemment pas faire un top ou une liste de séries à regarder sans parler de Battlestar Galactica, qui est une de mes séries favorites dans un de mes genres de prédilection, à savoir la SF et le space opéra. Mais justement, c'est une série, alors déjà c'est le remake d'une série fin des années 70 qui était plutôt oubliable à ce que j'ai compris. Par contre, le remake est excellent, même s'il commence visuellement déjà un petit peu à dater. On est dans quelles années? 2004-2009, effectivement. Et c'est une série que je conseillerais donc à toutes les personnes qui n'aiment pas habituellement la science-fiction. Vous savez, c'est le syndrome Death Note. Par exemple, Death Note, c'est le manga que vous faites lire ou l'animé que vous faites regarder à quelqu'un qui n'aime pas les mangas et les animés. Et il sera forcé de reconnaître, ah, bon, alors j'aime toujours pas ce style, mais lui, là, il y a quelque chose, là c'est bien. Et je connais personne que Death Note a laissé indifférent. Mais là, on ne parle pas de Death Note, de Battlestar Galactica, et je connais beaucoup de gens qui sont hermétiques à la SF. Et justement, toutes ces personnes-là n'ont pas sauté le pas, n'ont pas eu la curiosité de se dire « Bon, alors tout le monde me parle de cette série, je vais la regarder, regardez-la vraiment ». Et ça commence, déjà le pitch de base est plutôt pas mal, ça commence par la destruction, le génocide quasiment total de l'ensemble de l'humanité. Donc un pitch plutôt joyeux pour débuter. Et c'est de ça que ça va parler, ça va être évidemment une histoire de survie, mais pas que, puisque ce qui reste de l'humanité, quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes je crois au début de la série, est condamné à l'exode spatial et sont pourchassés par des Cylons. Alors, on ne spoilera pas la nature des Cylons, puisque c'est justement l'une des intrigues, l'une des sous-intrigues de cette série, qui leur sont, par contre, ce qu'on peut dire, puisque ça se voit dès le début, ça ne spoile rien, qui leur sont bien supérieurs technologiquement, et du coup, bah, c'est chaud la mer pour eux. Alors, Battlestar Galactica parle évidemment de la problématique de survie quand on est menacé d'extinction en tant qu'espèce, mais ça parle aussi de camaraderie, de trahison, de tout ce qui fait, ou non, la nature humaine finalement. Battlestar Galactica, notez-le dans vos tablettes. Et maintenant, on va aborder des séries, parce que ça, Battlestar Galactica, Six Feet Under, normalement tout le monde en a entendu parler, même si tout le monde ne les a pas regardées. Ça sera peut-être pas le cas des prochaines séries, qui feront peut-être moins consensus, mais qui sont mes coups de cœur. You know, whenever I pleasure myself, it's you I fantasize about. That's really creepy. I was 14 when you last saw me. Yeah, well, I'm 16 in the fantasy, so that's okay, right? How not to live your life. Déjà rien que le titre de la série, comment ne pas vivre votre vie, c'est plutôt génial. Donc 2007-2011, c'est une série
plutôt courte. Je la mets en première parce que justement, celle-là ne fait pas l'unanimité. J'ai vu des gens qui trouvaient que l'humour était plutôt lourdeau, puisque on est ici sur une sitcom anglaise plus justement. Alors on n'est pas sur un délire à la The Office, mais on est sur un humour, l'humour de Don Clark qui joue un petit peu son propre rôle. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait grand chose dans la vie, que c'est quelqu'un de plutôt talentueux, mais de paresseux. Et c'est un petit peu le personnage qu'il joue, puisque c'est un trentenaire, un peu loser, un anti-héros attachant, j'ai envie de dire ça, et justement qui va s'attacher, qui va hériter de la maison de sa grand-mère et qui va s'attacher des personnes autour de lui, plus ou moins une sorte de majordome un peu bizarre, une vieille dame acariâtre et puis son crush du moment, mais je vous laisse découvrir ça. Comme toute sitcom, ça joue beaucoup sur les dialogues, sur le rythme, sur les personnages évidemment, sur leur développement, toutes les situations absurdes que vont rencontrer ces personnages. How Not to Live Your Life, presque personne n'a vu cette série, et c'est l'une des rares sitcoms que j'ai réussi à regarder 2 fois. Matt LeBlanc. Épisode 2011-2017, non, c'est pas une erreur, c'est vraiment le titre de cette série. Oui, même le titre est méta, et justement, le reste de la série l'est aussi. Donc, épisode qui va parler d'un couple de scénaristes britanniques qui vont qui partent aux États-Unis pour faire adapter leur série, qui est populaire outre-Atlantique, et donc ils vont débarquer à Hollywood pour aller découvrir la joyeuseté des productions américaines. Le problème, c'est que la production, justement, qui est très séduisante, très aguicheuse avec eux, qui leur fait comprendre à quel point ils sont géniaux, à quel point leurs choix vont être respectés, va finalement leur imposer des choix, et notamment le rôle titre de leur série. Ils vont leur imposer Joey Tribbiani de Friends, à savoir Matt LeBlanc. Spoiler alerte, ça tourne mal dans à peu près tous les épisodes, évidemment. Matt LeBlanc qui, comme vous l'avez compris, joue ici son propre personnage, non sans autodérision d'ailleurs, et j'ai longtemps pensé que Matt LeBlanc, en fait, malgré mon amour immodéré de Friends, que j'ai regardé des dizaines de fois, intégralement évidemment, je connais les épisodes par cœur, mais j'aime bien son personnage dans Friends, mais j'ai longtemps pensé, salut Satil, qu'il ne savait pas jouer autre chose que Joey Tribbiani. Et par exemple, on se souvient de son rôle désastreux dans Lost in Space, quoi. Justement, sa courte carrière au cinéma, lui, ça n'a pas trop marché. Jennifer Aniston a un petit peu marché. David Schwimmer, lui, il s'est plutôt orienté vers la prod et vers la réalisation. Mais pour Matt LeBlanc, ça a été un petit peu la galère, surtout au cinéma. Alors j'ai fini par comprendre. En réalité, Matt LeBlanc est littéralement exceptionnel pour interpréter un seul personnage, le sien, ou plutôt les défauts et les qualités qu'on lui attribue généralement. Et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes rôles dans lesquels il excelle. Alors qu'en réalité, Matt LeBlanc est exceptionnel pour incarner un rôle très précis, toujours le même, le sien. Là où il brille le plus, c'est quand il joue des rôles de beau gosse, un peu teubé, maladroit, irresponsable, mais attachant, souvent très égocentré. Et c'est là où il est le meilleur, c'est quand il accepte de parodier ses propres travers ou ceux qu'on lui attribue généralement, je ne sais pas. Alors du coup ça devient compliqué de se dire qui est le vrai Matt LeBlanc, est-ce que c'est vraiment son propre rôle qu'il joue à chaque fois, ou est-ce que c'est simplement un rôle qu'il compose avec le plus de talent. Et là où la frontière devient floue, c'est quand il joue son propre rôle, et qu'il le joue un petit peu à la manière de Joey, un petit peu à la manière des autres séries qui ont marché, on va revenir là-dessus. Et donc dans l'épisode il est super, dans Friends il est super, dans le spin-off Joey c'était pas terrible, et récemment il a fait une autre série, Man with a Plan, je crois que c'est Papa a un plan. Les traducteurs, faites un nom français un peu plus stylé s'il vous plaît, où finalement vous avez l'impression de retrouver Joey 20 ans plus tard, qui s'est marié, qui a eu des enfants, alors qu'il n'est plus acteur, mais sinon pour tout le reste, vous retrouvez Joey ici. Si Friends vous manque, regardez Papa a un plan. Moi j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Les 2 premiers épisodes se regardent, mais si vous voulez faire plus que regarder, mais vous passionner, mais binge-watcher, foncez évidemment sur épisode. You cannot kill a baby. They're invincible. No, they are helpless and they're very soft. Perfect. Easy kill. Future Man, 2017-2020, donc la série la plus récente de ce panel, ou peu s'en faut, que j'ai déjà chroniqué récemment sur cette chaîne, donc je vous y renvoie, vous avez la notification ici pour voir la chronique in extenso, mais c'est une série qui est aussi prenante que délirante, c'est comme ça que je l'avais résumé. Ça combine SF, voyage dans le temps, un soupçon de gore et pas mal d'humour, surtout dans la première saison. Vraiment un ovni, parce que c'est très rare de mélanger science-fiction et comédie. Il y avait H2G2, le guide du voyageur intergalactique, qui le faisait, mais dans une série c'est beaucoup plus rare. On pourrait dire Doctor Who dans une certaine mesure, mais là, alors
je dirais pas c'est plus délirant, mais le délire est beaucoup plus assumé. Donc personne n'a regardé Future Man, regardez Future Man, ne soyez pas comme les autres gens, soyez parmi les gens de bon goût, évidemment. What did you tell them? I told them that you liked it here too much. The Americans. The Americans, alors là j'ai pas noté la date, mais c'est une série relativement récente que j'ai également chroniquée sur cette chaîne. Une chronique qui a un peu plus marché que mes autres critiques, pareil, je vous y renvoie. Qu'est-ce que c'est The Americans? Moi d'ordinaire, les séries d'enquête, d'espionnage, de contre-espionnage, ça me laisse aussi froid qu'une nuit sibérienne de février. Et pourtant, cette série, par ses personnages, sa subtilité, son propos, son traitement, a vraiment... à tous les niveaux, à tous les égards, c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai adoré The Americans. Donc pour vous pitcher ça en une ligne, c'est un couple d'Américains moyens des années 80 qui mènent une vie plutôt confortable mais assez banale, qui ont des enfants, un petit pavillon en banlieue. Mais en fait, il s'avère que ce ne sont pas des Américains moyens, ce sont des espions russes en pleine guerre froide, et même leurs enfants ne sont pas au courant, leurs enfants sont persuadés que leurs parents sont américains. Donc un pitch plutôt stylé, d'autant plus stylé qu'il est adapté de faits réels, qui ne sont pas produits dans les années 80, mais très similaires. J'avais du mal à y croire, mais j'ai même dû faire mes propres recherches, comme disent les complotistes, pour vérifier. Et effectivement, opération Ghost Stories, je vous renvoie à ma chronique, à ma critique sur cette série pour plus de détails. Un pitch prenant, mais une série qui ne se limite vraiment pas à son pitch. J'ai envie de dire, la première saison est la moins bonne. La série ne fait que monter petit à petit, il n'y a pas de saison de trop, tout est parfait. Allez-y, vous profitez de ce confinement pour regarder The Americans, c'est pas si long que ça. Quoique, 5-6 saisons, je ne me souviens plus, avec peu d'épisodes, mais des épisodes assez longs, donc peut-être un peu d'investissement dans cette série. Profitez du confinement, regardez The Americans. 22 Rock. I can't hear you. 22 Rock. Listen to me, you're QB1 of the Dillon Panthers. Your teammates, if they can hear you, they will believe in you. Now you let it out until it hurts. You understand me? 22! 22 Rocket! Hit it! Friday Night Lights. And at last, but not the least, Friday Night Lights. Est-ce que vous aimez le football américain? Bah moi non plus. Moi, déjà le sport à la télé, ça m'intéresse pas particulièrement. Et le football américain, encore moins. Et pourtant, vous devez regarder cette série qui n'est pas tant centrée sur le sport qui lui sert de prétexte que sur les humains qui le pratiquent. Donc c'est vraiment ça, des histoires individuelles, des trajectoires humaines. J'ai un peu l'impression de me répéter, mais c'est vrai que souvent les séries sont fortement basées sur les personnages alors que les films le sont plus sur une intrigue. Friday Night Lights a un petit peu bidé à l'époque en termes d'audience, sans que ce soit non plus un naufrage. On était quand même à quelques millions de téléspectateurs, mais bon, au creux des saisons et des épisodes. Mais eu égard à la critique de l'époque, eu égard à la postérité que connaît cette série, qui a un petit peu vieilli, puisqu'on commence, le début de la série c'est en 2006 comme je le disais, c'est vraiment typiquement la série qui devrait être connue par tout le monde, et qui, en tout cas, sous nos latitudes, sous nos longitudes, je ne sais pas ce qui convient de préciser ici, n'est pas vraiment célèbre, sûrement la photo sport qui est mise en avant ici, c'est-à-dire que le football américain, en dehors des États-Unis, tout le monde s'en fout un peu. Donc si c'est ce qui vous freine, comme moi au début, quand j'ai découvert le pitch, j'ai dû mettre ça de côté pendant plusieurs mois. Ça m'arrive des fois une série où tout le monde me dit « Ouais, ça c'est super stylé, et je regarde ». Ça m'avait fait ça aussi par exemple avec One Piece, quoi, un truc, rien à voir, ça c'est un manga sur le coup, quoique quelque part, un manga c'est très feuilletonnant, c'est un petit peu comme une série, c'est même beaucoup plus long qu'une série, même si il y a des arcs narratifs et non pas des saisons. Donc donnez une seconde vie à Friday Night Lights en la découvrant et surtout en la faisant découvrir à votre entourage. Mais le monde ne s'arrête pas à ces 7 séries, évidemment, il y a toutes celles que j'oublie ou que j'ai reléguées au second plan, et toutes celles voilà, que je ne connais pas tout simplement, que vous pouvez me faire découvrir dans les commentaires. Donc j'ai noté quand même quelques mentions honorables et puis des incontournables. Je parlais de faire découvrir des séries à votre entourage. Justement, regardez Entourage. Moi j'ai adoré Entourage, c'est pareil, c'est une série que j'ai regardé 2 fois intégralement. Le film aussi Entourage, je l'ai pas revu, il est plus récent. Le film m'a un peu déçu, puis c'était des années après, donc la passion était retombée. Friends, à jamais dans nos cœurs. Friends en VOST, hein, impérativement, toutes les sitcoms, et c'est pas pour critiquer les doubleurs qui font ce qu'ils peuvent, c'est aussi souvent... les sitcoms, il y a beaucoup de jeux de mots qui sont difficilement traduisibles, donc ça tombe beaucoup plus, les vannes tombent beaucoup plus à plat en français, en version française qu'en anglais. Les traducteurs, ceux qui font les doublages, ne font pas forcément un bien meilleur taf, mais au moins, si vous comprenez un petit peu la langue, vous avez moyen de comprendre
de capter l'humour d'origine. Donc les incontournables, hein, Breaking Bad, The Wire, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, les 2 premières saisons de How I Met Your Mother, notamment The One with the Pineapple, si c'était appelé comme un épisode de Friends, l'épisode de l'ananas, qui est quand même génial. Après, ça devient pas nul How I Met Your Mother, mais il n'y a que Neil Patrick Harris qui rattrape le tout par son personnage de Barney. Et en fait, on regarde la série que pour le personnage de Barney, et aussi parce que voilà, on s'est pris d'affection pour les personnages, on veut savoir comment ça termine. C'est très très long, et en fait, finalement, ça se termine de façon pas osef, mais bref, je ne vous spoile pas si vous voulez découvrir Utopia. Utopia, c'est une série que j'ai regardée hier et aujourd'hui, j'ai tout binge-watché, j'ai beaucoup aimé. C'est la meilleure théorie du complot faite série, à tel point, parce que en plus, ça parle de pandémie, et à tel point qu'ils ont été obligés, c'est pareil, l'adaptation d'une série anglaise, qui datait de 2013, je crois, que certains trouvaient plus délirante en version anglaise et que c'était mieux en version british. J'ai pas eu le temps de comparer du coup, mais que c'était plus structuré en version américaine. Et donc c'est tellement en mode théorie du complot et sur des trucs tellement actuels et sur justement des théories du complot qui tournent vraiment que les producteurs ou les diffuseurs, je ne sais pas qui a pris la décision, de mettre un bandeau au début de chaque épisode en disant ouais, ça a rien à voir avec l'épidémie, parce qu'il y a plein de gens, ils nous demandent rien à voir avec l'épidémie de bière virus, dirait l'autre. Salut le 6, il passe ici. Mais parce qu'il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. Donc regardez Utopia, ça prend comme base une bande dessinée. Franchement, le premier tiers du premier épisode, je me disais ouais. Pareil, c'est une série que j'avais mis de côté pendant un moment, que je regardais pas, et finalement j'ai tout regardé d'un coup. Et c'est plutôt cool. Scrubs dans les sitcoms aussi. Sitcom médical, oui, c'est vrai que c'est plutôt rare parce qu'il y avait beaucoup de séries, les Urgences, Grey's Anatomy. Alors Urgence c'était plus suspense, Grey's Anatomy c'était plus la romance, Scrubs c'est plus l'humour, mais avec des vraies problématiques du milieu hospitalier et médical américain, donc à regarder au-delà de l'humour, mais quand même principalement pour ça. Il y a juste les moralités de JD à la fin qui m'énervaient un petit peu en disant ouais, finalement avoir des amis c'est vachement cool, et puis il y a toujours 1 minute 30 très niaise et très mièvre, mais c'est le personnage de JD, John Dorian je crois, dans la série, donc on lui en fera pas le reproche. Community alors on parlait de trucs délirants, Community c'est génial pour ça. Au moins les 3 premières saisons, je crois qu'il y a une saison qui est pas terrible, après ça redevient un peu mieux, mais en tout cas les 3 premières sont très bien. Le personnage de Abed fonctionne, le personnage de Abed qui est vraiment là pour faire toutes les blagues méta sur les autres séries, notamment Cougarton, dont ça se fout pas mal. Et l'originalité de Community, c'est que l'un de ses créateurs, Dan quelque chose, je sais plus son nom, est surtout célèbre pour un dessin animé du nom de Rick et Morty, si ça vous dit quelque chose. Évidemment, regardez Rick et Morty, regardez les Simpsons, regardez South Park, ça va de soi. Kaamelott, il fallait une série française, et je crois qu'il y a Narco aussi, Narco ou Narc, je sais plus, qui est une bonne série française, mais on n'en a pas beaucoup. Je sais qu'il y a des fans de Sous le Soleil qui vont pas être d'accord avec moi, mais désolé les gars, hein, je ne demande que ça, je serais friand de bonnes séries françaises. Malheureusement, je sais pas si c'est un problème de scénario, d'acteur ou de budget, c'est pas trop le cas actuellement. Donc Kaamelott, Rome que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu il y a un bon bout de temps, The Mandalorian, pareil que j'ai chroniqué ici, je l'ai pas mis dans les 7 meilleures séries parce que, enfin, ou les 7 séries qui méritaient le plus selon ses critères d'être découvertes, parce que déjà tout le monde la connaît, et c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça se regarde tout à fait, donc je vous le conseille si vous aimez un peu Star Wars et que vous aimez les westerns. Peaky Blinders pour ouais, tout le délire, toute l'ambiance, la vieille Angleterre de l'époque, les costumes, les acteurs, enfin, c'est dur de reprocher des choses à Peaky Blinders. Rien que regardez au moins le générique, ça va vous donner envie. The Big Bang Theory pour finir sur les sitcoms, pareil, il y a des saisons de trop, mais il n'y a pas que les 2 premières saisons qui sont drôles, donc je vous recommande ça plutôt chaleureusement. Malcolm aussi, bon, c'est vrai qu'on pourrait le mettre dans les sitcoms aussi, même si il n'y a pas de rire enregistré. Twin Peaks qui a bénéficié d'une... alors Twin Peaks ça date un peu du coup, mais il y a une saison un peu plus actuelle. Je crois que j'avais commencé à regarder, j'avais regardé tous les vieux Twin Peaks et j'ai eu plus de mal à rentrer dans la dernière saison, mais je lui donnerai évidemment une seconde chance. The Expanse, j'adore la SF, j'adore le space opéra. The Expanse, c'est vraiment très bon, c'est récent, c'est en cours, donc regardez The Expanse si vous êtes sensible au genre. Mad Men, pour tout le délire des années 60, pour le marketing, pour les évolutions sociétales, les rapports entre les blancs et les noirs aux États-Unis dans les années 60, entre les femmes et les hommes, entre les riches et les pauvres. Et les riches et les pauvres, c'est un peu moins développé, ceci dit. Et puis rien que pour son personnage principal, même pour les costumes,
juste pour voir avec quelle classe les gens s'habillent. Les années 60, on a essayé de ressusciter ça pas mal de fois au niveau de la mode. House of Cards, même si voilà, quand Kevin Spacey s'en va, c'est quand même un petit peu moins bien. Moi, j'ai pas réussi à trop rentrer dedans, même si le rôle de sa femme qui prend la relève était très bon, hein, mais c'est toujours les séries où il faut faire mourir un personnage. C'était pareil dans... Tiens, j'ai pas mis mon oncle Charlie, Two and a Half Men, mais quand Charlie Sheen... C'était mon oncle Charlie, quoi, en français. Quand tu veux faire mon oncle Charlie sans Charlie, bah ils l'ont fait, et du coup c'est pas terrible, mais en tout cas les premières saisons étaient très bien. Donc House of Cards, Black Mirror, bon je pense que tout le monde les a vus. La 3e saison peut-être un peu en deçà de Black Mirror, je crois pas qu'il y en ait de 4e. Oz, sur le milieu carcéral, que j'ai pas trop accroché, j'avais regardé ça à l'ancienne, il faudrait que je lui donne une 2e chance, mais je sais que c'est très bien. Engrenage, alors si vous aimez les séries qui vous retournent le cerveau et qui ont des intrigues bien complexes, pour ne pas dire compliquées, regardez Engrenage, c'était mon pote Semi qui me l'avait conseillé à l'époque, et il avait eu plutôt raison. Et enfin Dollhouse, pour... Une série produite par Joss Whedon avec Eliza Dushku dedans, super Eliza Dushku qui s'était fait connaître pour son rôle de Faith dans Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayer donc, et qui dans Dollhouse est génial. Cette série est super, le concept de en fait tu es une enveloppe humaine dans laquelle je vais charger des compétences et des connaissances, c'est un peu un délire à la Matrix, pour chaque mission et tu ne vas te souvenir de rien. Regardez Dollhouse, c'est très dommage, il n'y a que 2 saisons, ça aurait mérité plus sur le coup, et on parlait des saisons de trop tout à l'heure, là c'est les saisons de manque, mais écoutez, c'est dur de faire ça comme reproche à une série, qu'il manque des saisons, c'est le cas pour cette dernière série que je voulais aborder avec vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire à la fois les séries que j'oublie, vos séries préférées, comme je vous disais tout à l'heure, les séries que je ne connais pas, si vous êtes d'accord avec ce top que j'ai fait en fonction des critères que j'ai mentionnés, si vous trouvez qu'il y avait des séries qui étaient surcotées, si vous trouvez qu'effectivement il y en a qui n'ont pas fait assez de bruit. Et bien sûr, si je vous ai fait découvrir une série qui, selon vous, valait le coup, eh bien revenez dans quelques semaines, dans quelques mois pour me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, clochez, mettez la cloche, phagocytez l'algorithme de YouTube, dirait le poteau psycho. Et je vous dis à très vite, c'était Daimon.